Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% D1 des équipes de The Playoff, de retour pour débriefer la 5e semaine de compétition qu'on a un petit peu commencé à débriefer la semaine dernière avec Julien, puisqu'il y avait déjà eu un match en conférence sud entre les Ours et les Dauphins, mais là il y a tous les autres matchs qui se sont joués. On arrive à la mi-saison du côté de la conférence nord, la conférence sud, elle, en est qu'à 4 matchs, puisqu'il y a eu la deuxième journée qui a été reportée et qui n'est toujours pas jouée. Je crois que c'est au mois d'avril, si je dis pas de bêtises, que ça va se rejouer. En tout cas, la mi-saison pour la conférence Nord, on va en parler. Les matchs de conférence Sud qui se sont déroulés. On a aujourd'hui, on est 4 aujourd'hui. C'est dingue. On a multiplié par 2 le nombre de participants à ce podcast depuis la semaine dernière. La semaine prochaine, on est 8 et on finit comme l'After Foot US avec 192 personnes. C'est un truc de fou. Tiens, on vous fait un coucou à l'After Foot US. D'ailleurs, en en parlant, mon cher Jus, qui est avec moi, Spring Football News. Comment tu vas, Julien? Salut tout le monde, ça va très bien. Notre stagiaire envoyé spécial sur les terrains de D1, c'est Jean. Salut mon Jean, comment ça va? Salut à tous, très content de faire mon retour dans un podcast de TPO. Voilà, parce que maintenant il est payé, il est obligé de venir, c'est ça le truc. C'est ça qu'on on vous l'a pas dit, mais on vous le dit quand même. Et avec nous, un joueur des Grizzlies catalans, puisqu'on n'en a pas eu encore cette année. On a attendu qu'ils gagnent leur premier match avant d'en inviter, comme ça. On sait qu'ils sont de bonne humeur, les Grizzlies. Un Grizzly fâché, ça nous fait peur. C'est Mathias Hugon. Salut Mathias, comment tu vas? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Eh ben c'est avec un grand plaisir. Alors je le disais, on va commencer par les Grizzlies catalans. Une première victoire cette semaine contre les Argonautes. Ça n'a pas toujours été facile. Juste avant qu'on parle de ce match de samedi, un petit peu ton sentiment sur le début de saison, parce que nous avec Julien, ça nous a un peu surpris. On voyait des bonnes choses dans le jeu du côté des Grizzlies, mais au bout de 3 matchs, toujours pas de victoire. Est-ce que ça a commencé dans le groupe à un petit peu à vous, bon, je n'irai pas jusqu'à dire avoir peur, mais quel était le sentiment dans le groupe à ce moment-là? Pour être très honnête, c'est vrai que c'est pour un début en élite assez compliqué. C'est la première fois qu'on se retrouve plus ou moins dans cette situation. On n'a pas eu peur. Disons qu'on a eu quelques inconforts au niveau des blessures, etc. Ça, c'était pas spécialement sur le papier, donc vous pouviez pas le savoir. On n'a pas eu un sentiment négatif. Disons qu'on a su qu'il fallait absolument réagir. On a su identifier, je pense, les erreurs qu'on a faites tout au long des premiers matchs. Et voilà, après, on peut pas réellement parler de sentiments, comment dire, ouais, de négativité. On s'est posé des vraies questions, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que dans le contenu, que ce soit le premier match avec un match nul contre Marseille, où on se dit à ce moment-là, bon, c'est pas, y a rien d'infamant de faire un match nul contre les Blue Stars, loin de là. Puis les Grizzlies commencent à être habitués au match nul contre Marseille, il y a déjà eu l'an dernier. Ouais. ça commence à devenir une habitude. Mais voilà, on se dit, bon, il y a rien d'infamant. Derrière, il y a cette journée reportée. Et puis après, il y a cette défaite assez lourde du côté de Toulouse. Et là, on commence à se dire, bon, tiens, deuxième défaite de suite pour une équipe qui quand même est censée être favorite. Mais c'est vrai, Julien, je le disais, on trouvait quand même dans le fond de jeu, il y avait quand même quelque chose de très intéressant chez les Grizzlies. Les voir à 0 victoire au bout de 3 semaines nous semblait pas des plus logiques. Non, ouais, j'en parlais justement la semaine dernière. Je disais, c'est une équipe qui a 2 doigts de façon d'aller chercher sa victoire. Ça produit un beau football, ça joue bien. Il y a beaucoup de talent chez les receveurs et au sol. Et là, on l'a vu, ça a cliqué dans ce match. On savait que ça allait finir par payer, quoi. Oui. Comme vous avez pu le voir, de toute façon, les chiffres ne mentent pas. Le problème, c'est vraiment pas spécialement notre attaque. Parce que, pour être très objectif, je pense qu'on a la meilleure escouade offensive du Sud. Je dis pas ça parce que je suis un Grizzly, mais sur le papier, au niveau stats, etc., on a vraiment une attaque qui performe, que ce soit au niveau des receveurs, de notre run qu'on a récupéré, la Callum Davidson, qui est monstrueux. Ouais, il est incroyable. Ah oui, et notre jeune quarterback aussi qui Fromberg. On le voit, ouais. Alex, qu'on voit performer quand même week-end après week-end. Là où il y a quelques difficultés, c'est sûr que c'est au niveau de la défense. On prend beaucoup de points. Contre Cannes, on craque dans les derniers instants en termes de défense, parce qu'on menait quand même de 2 TD d'avance.
ils arrivent à repasser devant, ce qui n'est pas spécialement censé arriver avec le niveau qu'on est censé produire comparé aux années précédentes. Et on a donc, tu parlais de Callum Davidson, ça me rappelle à chaque fois ce touchdown incroyable qui avait été annulé contre Marseille, tu te rappelles, Jules, pour la célébration trop tôt. Oui. Le pauvre, il débarque dans le championnat, il célèbre, on lui retire un touchdown. Mais où il était tombé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Comment on joue en France, en fait, en vrai? Comment joue-t-on en France? Bon, on en reparlera des célébrations parce que du côté des Molosses, d'Anières et des Black Panthers, il y a eu de quoi faire aussi cette semaine niveau flag de célébration. Mais enfin bon, ça, on en reparlera tout à l'heure dans la conférence Nord. Tu parlais de Callum Davidson et d'Alexander Framberg. Comment ça s'est passé leur intégration dans cette équipe? Parce que c'est toujours des imports, donc toujours difficile, je suppose, au début pour eux de s'adapter. Honnêtement, ça se passe toujours très très bien parce qu'il faut savoir que Callum avait déjà joué avec certains de nos joueurs, notamment notre centre, Mathias Guyon. Ils ont performé ensemble au Rostock, si je dis pas de bêtises. Donc, il connaissait déjà un petit peu l'infrastructure, il connaissait déjà quelques joueurs. Alex, ça s'est très bien passé, c'est notre quarterback, il a directement pris les choses en main. Il faut savoir que notre attaque travaille énormément de leur côté. Donc, ils commencent déjà à communiquer entre eux dès qu'on sait le quarterback qui va être présent chez nous. Donc, déjà, avant la saison... ils discutent beaucoup avec les autres receveurs, etc. Donc, une fois qu'ils arrivent, c'est comme s'ils avaient été toujours là. On revient un petit peu sur le match de samedi, donc contre les Argonautes, une victoire 38-28. Dans le plus pur style de ce que t'expliquais, Mathias, des Grizzlies cette saison, c'est-à-dire une attaque plutôt performante et une défense qui a encore pris quelques points. Ça a été quand même très serré pendant un bon moment. On était à 21-20, si je dis pas de bêtises, à la mi-temps, donc c'est resté vraiment serré assez longtemps. Est-ce que quand vous menez de 10 points dans le troisième quart-temps, est-ce que il y a les spectres de la défaite contre les Iron Mask qui ressurgissent en vous disant faut pas cette fois qu'on se rate, quoi. Ah, évidemment. Là-dessus, on s'est ajusté. En plus, ce qui est compliqué avec nous, comme je le disais au début, c'est qu'on a pas mal de blessures, donc on a pas mal de joueurs qui font du double plateau. Donc, à la fin du match, c'est là où ces joueurs qui d'habitude performent, là, se retrouvent vraiment fatigués parce qu'ils ont l'équivalent de 6 cartons dans les jambes, quoi. Surtout qu'on a eu, je crois que c'est encore Dominique Hernandez-Thompson du côté des Argonautes qui a remis un petit peu les Argos pas trop loin au score, et on s'est dit est-ce qu'ils vont pas nous refaire le coup, surtout que les Argonautes avaient été les spécialistes aussi la semaine il y a 2 semaines de tenter un retour improbable contre les Iron Mask qui avait failli se terminer en remontada. Ça avait été un match fulgurant, Iron Mask de Cannes contre Aix. Ouais, c'était parti dans tous les sens, celui-là. Comme la semaine dernière, là, t'as Dominique Hernandez-Thompson, le 20, t'as Animal, le 6, et puis t'as aussi le running back Anthony Giglio qui fait un super match côté Argonautes. Et c'est vrai que la première mi-temps, c'est que de l'offense des deux côtés. Il n'y a aucun plaquage pour perte ou stop sur third down durant la première mi-temps. Donc, comme tu le dis, Mathias, c'est vrai que du côté de l'offense, du côté des Grizzlies, ça marche très bien. Et on pourrait même comparer aux Argonautes qui ont un peu le problème, c'est que l'attaque, ça déroule, mais depuis 2 matchs, ils ont vraiment du mal à aller chercher des stops défensifs. Et là, ce match-là, pendant la première mi-temps, c'est vraiment ouvert, quoi. Tout le monde peut aller le chercher, le match. En deuxième mi-temps, il y a quand même des séquences défensives intéressantes, notamment chez les Grizzlies. Il y a quand même des plays défensifs qui sont un peu dangereux. Il y a une passe interférence à la fin de la première mi-temps et je crois aussi à la fin du match. Et c'était assez intéressant parce qu'en fait, c'était des séquences où vous faisiez des stops défensifs, mais il y a quand même ces flags qui font quand même au final avancer les Argonautes. Est-ce que vous, justement, vous essayez quand même de dire dans des matchs comme ça, il faut aller chercher l'action défensive, peu importe ce qui se passe, ou comment vous gérez un peu le fait de faire quand même une réussite défensive, mais derrière que ça se termine en flag, quoi? Pour être honnête, c'est un peu ce qui se passe depuis le début de la saison. Que ce soit par exemple quand on était à Marseille ou encore à Toulouse. Ça s'est un peu moins passé contre les Iron Mask, mais on a toujours ces petits problèmes en défense qui font que quand on arrive à faire des gros stops ou à faire reculer la défense, on se retrouve à faire une erreur bête qui remet très souvent les adversaires dans de bonnes
position. Ça, on essaye de le travailler un maximum à l'entraînement. Et puis après, c'est aussi, comment dire, c'est le joueur à ce moment-là, quoi. Par exemple, une passe interférence, ben ça, c'est au jugé du joueur sur l'action qu'il va faire. C'est vraiment à l'instant présent sur le terrain. Ça, après, c'est... Des fois, ça, c'est des actions qui sont au jugement du joueur. Une passe interférence, c'est toujours le joueur contre le receveur, quoi. C'est toujours... Ça, disons que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment la mainmise. On peut le corriger, mais ça restera toujours indépendant au joueur, quoi. En tout cas, la première victoire qui va faire du bien quand même pour les Grizzlies, ça lance vraiment cette saison. En plus, on a une conférence sud qui est quand même, tu vas me rejoindre, je pense là-dessus, qui est quand même difficilement lisible. C'est-à-dire qu'on a deux équipes, les Ours et les Iron Mask, qui sont pour l'instant toujours invaincus, puisque le match qui a été reporté, c'est précisément l'affrontement entre les deux. Donc, on est avec 4 victoires, 0 défaite pour eux. Derrière, on a le groupe avec les Grizzlies et les Blue Stars, qui sont exactement avec le même bilan, alors qu'on s'attendait normalement sur les projections de début de saison à voir les Grizzlies et les Blue Stars plutôt en tête. Donc ça va être une deuxième partie de saison qui va être particulièrement intéressante dans le sud. Mathias, une petite question, il va falloir dire du bien d'une des autres équipes du Sud. Oui, ça, c'est la question piège du jour. Laquelle des équipes que vous avez jouées t'a fait la plus forte impression? Alors, j'espère que ce sera coupé au montage, mais je vais dire Toulouse. Ça ne le sera pas. Très honnêtement, Toulouse, pour les avoir joués toutes ces années, que ce soit en deuxième division ou en première division depuis plus de 5 ou 6 ans, si je dis pas de bêtises, c'est la première année où vraiment ils creusent autant l'écart. D'habitude, ça se joue toujours à un field goal à la fin du match, que je sois chez eux, chez nous. C'est toujours très serré. Et là, je trouve que cette année, comparé aux autres années, ils sont plus. J'ai l'impression qu'ils sont plus. Comment dire désolé, je cherche un peu mes mots. Plus carré. Voilà, plus carré. J'ai l'impression que le changement de coaching a eu un vrai impact sur ce qu'ils ont fait. Alors que derrière, ils perdent quand même leur linebacker star Dorian Langhini. Ils perdent quelques joueurs, on en a récupéré aussi. Enfin, cette année, ouais, Toulouse a vraiment été impressionnant et je pense que je les vois largement premiers de la conf, honnêtement. Ah oui, carrément. Parce que déjà en play-off, ce sera une bonne. Je les vois pas. Ce sera un bon objectif. Ouais, je les vois pas diminuer de régime. Tu vas pas craquer en deuxième partie de saison. Ouais, le fait d'amener un nouveau coach avec une nouvelle mentalité, etc., je pense que ça leur a fait du bien. Je pense que ça leur a amené un peu ce qui leur manquait ces dernières années. Et je pense qu'ils tiendront le cap, au moins jusqu'en play-off. Puis après, les play-offs, c'est une autre ça se joue sur un match. Hein, on sait que c'est toujours difficile. Les Grizzlies sont bien placés pour le savoir. Ça peut, malheureusement, on peut sur un match, même quand on est favori, ça peut ne pas bien se terminer. Je vais pas remuer le couteau dans la plaie sur la dernière saison. Juste un petit mot maintenant sur le match qui nous attend en Week 6. Alors on donnera le programme complet en fin d'émission comme d'habitude, mais c'est quand même un très très gros match qui nous attend samedi. C'est à 16h en plus, c'est en plein milieu d'après-midi du côté de Perpignan. Donc si vous n'êtes pas loin de Perpignan, allez-y. C'est un match contre les Blue Stars de Marseille. Donc Mathias, est-ce que tu peux nous vendre ce match et nous dire à tous les fans de Perpignan de venir vous voir? Bah écoutez, s'il y a bien un match qu'il faut venir voir, c'est celui-là. Il va avoir un goût particulier parce qu'on n'a jamais battu Marseille jusqu'à maintenant. Et pas loin ces derniers temps. Là, ça va être peut-être possible, justement, vu comment Marseille est. C'est pas loin, mais on les a toujours battus. Et justement, cette année, c'est la chance qu'on a, surtout à la maison, surtout avec, comment dire, le mood dans lequel ils sont. Ils viennent de perdre à Cannes. Ils perdent contre Toulouse. Ils font un match nul contre nous. Nous, on est en train de se relancer un petit peu. Donc, s'il faut venir nous supporter, c'est vraiment ce week-end. Et en plus, ce sera un match très important pour une potentielle place en play-off. Et en plus, de ce qu'on m'a dit, il y a une super ambiance à Perpignan. Petite question. Je vous invite à venir. Justement, par rapport un peu à votre programme
en tant que joueur de D1, à partir de quand dans la semaine tu commences à étudier le prochain match, le prochain adversaire? Franchement, dans le bus, Dans le bus au de retour, retour. dans le bus retour, au ouais. retour du déplacement. Ça va vite. Surtout que là, où on est en short week entre guillemets, c'est vraiment t'as une semaine de souvent en D1, il y a quand même une semaine de vide entre deux matchs. Oui. Là, c'est 2 matchs, 2 semaines qui vont se succéder. T'avais une autre question, Jules? Non, mais Non. justement, ouais, parce que le match contre Marseille va être très, très intéressant. Marseille est quand même en Non, difficulté sur pas mal de points. généralement, on les scoute. Donc, Déjà sont venus nous scouter à Aix. Ils Mhm. étaient présents. Et nous, de toute façon, dès qu'on a le temps, on passe du temps dessus. Les coachs nous envoient tout ce qu'on a à savoir, tout ce qu'on a regardé, les jeux les plus importants. Ça se fait dès le lundi. Puis tant que tu parles des coachs, on va saluer tout le coaching staff des Grizzlies catalans et remercier évidemment tous ceux qui ont rendu le passage de Mathias possible. Je pense à Guillaume de la Fédé, mais je pense aussi à Alexandre Marly, à tout le staff des Grizzlies catalans qui a gentiment accepté de nous prêter un de ses joueurs pour pour ce podcast et on les en remercie énormément. Alors tu peux rester avec nous, Mathias, tu fais comme tu veux. On va parler du match de Marseille maintenant. Mon cher Jules, tu disais le mood est un petit peu particulier. Défaite contre les Iron Mask, c'était là aussi un choc, puisque les Iron Mask, on se disait ils vont passer un test. Et finalement ils l'ont plutôt bien réussi ce test. Un match, qui avait un rythme un peu particulier. Pas qu'il était haché, mais il y a eu des conditions climatiques difficiles. Ouais, beaucoup. Alors ouais, pour vraiment remettre le match dans son contexte, beaucoup de vent dans le premier quart-temps. Et après, il pleut à la mi-temps. Il pleut quand même moins dans la deuxième mi-temps, mais on sent qu'il y a les conditions météo qui affectent vraiment le match. Les QB, ils ont du mal à lancer leur plan de jeu. Mais c'est surtout au final, il y a du stop défensif qui est assez intéressant dans le match. Il y a quand même les défenses qui font leur boulot. Mais il y a du côté de Marseille, dans un match comme ça où il y a du vent, il y a un gros manque de jeu au sol en fait là chez Marseille qui est flagrant dans ce match. Donc ils n'ont pas pu profiter et ils mettent le seul touchdown du match, c'est sur un punt bloqué, je crois, et par le punt bloqué. Ils le récupèrent dans les 5 yards dans les 5 yards, ouais. Et le touchdown, c'est Brandon Wiener qui fait une course et qui le met. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de jeu au sol qui se développe dans un match où en fait, tu aurais eu besoin de jeu au sol. Et en fait, ils sortaient d'une belle prestation. Le match contre les Dauphins où le jeu de passe il était très développé quoi, avec Pedro Rosa et Dijon Lynch l'américain. Et là en fait il y a rien qui a pu être reproduit quoi. Donc j'ai l'impression que c'était une marche en arrière pour Marseille et les Iron Mask qui étaient vraiment sur un match très bien coaché, je trouve, justement vu qu'ils mettent pas beaucoup de points, la défense permet justement de garder le match sous contrôle et ils font les actions nécessaires pour gagner. Et puis Iron Mask 4-0, là, ils doivent vraiment être contents de ce début de saison quoi. Ouais, après ils doivent se méfier parce que l'an dernier ils nous avaient fait un début de saison en fanfare aussi et puis la deuxième partie avait été beaucoup plus compliquée. Donc je pense que du côté de Chad, on les a pas eu encore nos amis des Iron Mask dans le podcast, mais je pense que ça doit être ils doivent rester prudents quand même sur la suite de la saison. On a eu oui, vas-y Mathias. Pour la défense de Cannes, l'année dernière, ils ont perdu beaucoup de joueurs avec de l'ELF, etc. Cette année, ils ont construit un groupe qui est censé perdurer au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense qu'on sera... Je pense pas qu'ils vont changer vraiment de dynamique d'ici la fin de la saison. Il y aura moins de pertes effectivement que l'an dernier où ça avait été assez important. Cette fois, ils ont recruté des gens de l'ELF puisque Arnaud Vidalère a débarqué comme head coach, l'ancien membre du coaching staff des Mousquetaires que notre cher Julien représente fièrement avec son magnifique pull. Vous ne le verrez pas puisque vous serez en audio, mais sachez-le, un pull des Mousquetaires traîne dans ce podcast. Mais les Mousquetaires ne sont jamais loin. Il plane tel là, j'ai même le t-shirt en dessous mousquetaire. C'est tout le mousquetaire. C'est tout pour les mousquetaires. On salue toute la franchise évidemment des Paris Mousquetaires. On a eu quand même le touchdown le plus improbable de la saison de Yanis Paulin. Dans ce match-là, avec l'espèce de, il y a une réception, je crois que c'était une passe pour réception fumble et puis c'était la barrière je crois et c'est ça drop en end zone et Yanis Paulin se jette sur le ballon. c'est un essai.
Oui, c'est ça, c'est essai Ouais, du 15 de il fait France. un essai, quoi. Essai C'est du pas lui 15 de qui est censé mettre cette touchdown, mais il se dit: «Bah, vas-y, je vais en rajouter un à mon compteur». C'est pas le plus beau de la saison pour Yanis Ouais. Polin, mais il compte. Et Dieu sait s'il en aura d'autres, probablement notre bon Yanis qui enchaîne les touchdowns. D'ailleurs, les matchs contre les Grizzlies, entre Yanis Polin d'un côté et Callum Davidson de l'autre, généralement c'est à la course, ça se passe pas mal. Ah bah, le match aller était dingue, hein. ce genre d'affrontement est toujours intéressant à suivre. Inquiet pour Marseille ou pas, mon juge? S'ils perdent contre les Grizzlies, on va commencer à s'inquiéter un peu, peut-être, non? Bah, en espérant que, ouais, comme je disais, qu'on revoie un peu ce qui avait été fait dans le match contre les Dauphins, et qui était vraiment une bonne production offensive de leur part, qui a un bon rythme avec les playmakers et tout. Là, justement, dans un match comme ça, ne pas avoir de run game, c'était grave, quoi. Donc là, il faut un run game pour le prochain match. Faut que la défense laisse rien passer. Mais il y a eu des bons plays défensifs, hein. Les defensive end des Blue Stars en deuxième mi-temps, ils font des sacrés sacs. Donc il y a une grosse pression de la D-line aussi. Et justement, bah, après là, c'est un peu plus de points qu'il faut pour Marseille, quoi. Peut-être que Brandon Gwinner va peut-être, tu vois, on voit les QB import qui cliquent plus ou moins à la mi-saison. Et peut-être que ça va être le cas pour Marseille la semaine prochaine, quoi. C'est bien, c'est tout à fait possible. Alors, on va passer à la conférence Nord. Mathias, est-ce que tu regardes quand même la conférence Nord, toi? Tu regardes tout, je suis sûr. En prévision des Oui, playoffs, bien sûr. peut-être. Grâce à FFA.tv, 3FA.tv. Grâce à 3FA.tv. Plateforme, rappelons-le, qui est, Julien, qui est Gratuite. gratuite, tout à fait. Qu'est-ce qui est gratuit aussi? Et les highlights sur Les YouTube. highlights sur YouTube, tout à fait, qui sont montés magnifiquement par Julien notamment, et d'autres, Ouais. mais aussi par Julien. Donc tout ça pour dire que la 3FA.tv, on le rappelle, vous offre la possibilité de regarder tous les matchs de la D1 pendant toute la saison. Donc n'hésitez pas à aller vous créer un compte, il y a juste ça à faire. Vous créez un compte, et puis ça prend 2 minutes, et vous avez accès à tout. Et puis vous avez même un chat où on peut rigoler de temps en On temps. rigole bien dans le chat. On rigole bien dans le chat, souvent. Surtout ça, quand il y a eu l'arbitre qui a empêché le touchdown des Molos. Ah oui, on va y revenir. Martin Zèbre, dénommé Martin Zèbre par White. Le chat était dingue à ce moment. Je crois que c'est l'une des actions de l'année. On saluera cet arbitre dans quelques instants. Juste avant, on va parler des Diables Rouges de Villepinte, puisque notre cher Jean était du côté de Villepinte, parti se faire bronzer donc sous le soleil de l'Île-de-France. Les Diables Rouges de Villepinte qui se sont imposés 26-9 dans un match. Jean, t'étais bien placé pour le vivre, assez particulier, puisqu'au bout de 5 minutes, il y avait déjà 19-0 pour les Diables Rouges. 2 minutes, Ouais. je crois. Je vais même aller plus loin. C'est que sur le premier, il y a le kick-off. Attends, on salue le chat de Mathias au passage. Bonjour le chat. Bonjour le chat. On savait pas qu'il était là, mais il est là. Et ouais. Non, mais du coup, pour revenir sur le match, c'est allé très vite, trop vite, à tel point que j'ai même pas eu le temps de filmer le premier touchdown. Hugo Schwartz est allé beaucoup trop vite pour moi. Il s'est échappé. J'ai essayé de courir à côté quand même. Ouais, non, mais je l'ai pas vu venir. J'étais resté à hauteur moi du kick-off return, donc j'étais à l'opposé du terrain à ce moment-là, et ça allait très très vite. Et effectivement, il y avait déjà 19-0 au bout de quelques minutes. Mais 2 minutes. 2 minutes. Au bout de 2 minutes, il y avait 19-0. Ouais, non, mais... Première action, c'est le touchdown de plus de 70 yards de Hugo Schwartz, et après c'est un pick six. Et après, c'est un pick six que cette fois-ci, j'ai réussi à filmer de Widmel Pétion, que j'ai d'ailleurs eu en interview à la fin du match. Ancien de l'ELF aussi. Ancien des Prague Lions. Exactement. Et ancien du Flash de la Courneuve aussi, figurez-vous. Mais donc non, c'est allé très très vite. Et puis, et ben après, je vous laisse développer la suite du match. Ça a été effectivement très vite. De toute façon, ça a été simple. Hein. Premier touchdown d'Hugo Schwartz. Troisième jeu, je crois, c'est Widmel Pétion qui intercepte et qui remonte pour touchdown. Et sur le deuxième jeu offensif, du coup,
des Diables Rouges, Badis Grammy trouve encore Hugo Schwartz pour un nouveau touchdown. Ça fait 19-0 et ça fera même 26 à un moment, puisque Hugo Schwartz va y aller de son triplé. Brice Jacques nous avait dit en début de saison, suivez Hugo Schwartz, qui était, je crois, chez les Gladiateurs de la Cambrie l'an dernier, en deuxième division. Il avait dit, suivez-le, c'est un joueur de grand talent et qui va très très vite. Il va effectivement très vite. Chaque semaine, il élève son niveau de jeu. Donc, et Badis distribue chaque semaine très bien le ballon. Là, il avait une bonne line et tout. Il fait des jeux. Il y a de tout. Il y a tout le récital offensif. Il passe là chez les Diables Rouges. Eux, c'est une victoire qui va leur faire du bien par rapport à ce qu'ils ont produit justement sur les derniers matchs. Au moins, on disait qu'il y avait des défaites encourageantes là. Ouais, c'est ça. Là, en fait, pour celle contre les. C'était la semaine dernière. Contre le Flash, oui, justement, qu'on a vu qu'on avait des défaites encourageantes quand même. C'est qu'est-ce qu'avait fait la D-line en première mi-temps et tout. Et que bon, ça reste quand même le Flash. Faut les tenir jusqu'au bout. Donc, on voit quand même que le fait que tu as une équipe qui monte, tu arrives quand même à rivaliser dans ta conférence. Mais là, ils ont gratté une victoire qui fait du bien. Les Léopards de Rouen là avaient récupéré Nicolas Kremer en quarterback, qui était absent depuis quelques matchs. D'ailleurs, qui est l'auteur du seul touchdown à la réception. Ce qui est intéressant, c'est qu'il joue QB, je crois, jusqu'au pick 6, et après il passe receveur, et c'est Noah Caro qui joue QB, et mais ça marche très bien, et il lance en plus des passes sur Nicolas Kremer. Donc c'est aussi regardez l'AD1, vous pouvez voir des QB jouer receveur, des receveurs jouer QB en changement de mi-temps, c'est pas ça en NFL, hein. C'est rare. Donc, et le jeu au sol des Léopards. Il y a Travis Center qui veut faire DB. Voilà, il faut avoir Travis Center ou Adel Bavdil au choix. Mais non, aussi le jeu au sol là des. Il a moins de cheveux, Travis Center. Qui a bien marché en deuxième mi-temps avec Isaac Amwako. Et la D-line aussi, je trouve, de Rouen qui a fait des trucs bien en deuxième mi-temps. Oui, après, c'est monté en régime, mais c'est souvent le problème avec Rouen, c'est que il y a souvent des trous d'air, en fait, qui vont durer peut-être 5-10 minutes, mais qui leur coûtent le match. Encore une fois, c'est un effectif jeune, inexpérimenté, qui est en reconstruction. On peut pas leur demander d'être parfait. Pour les Diables Rouges, en tout cas, c'est une victoire très importante parce que elle va permettre en fait, dans leur mini-championnat dont on parlait la semaine dernière, entre les trois équipes potentiellement qui vont se battre pour la relégation, eux, ils ont pris 2 victoires contre les Cougars et contre les Léopards. Ils jouent contre les Cougars la semaine prochaine. S'ils viennent à battre les Cougars, ils sont quasiment officiellement maintenus. Sauf drame absolu, faudrait que les Cougars gagnent 3 matchs derrière et que les Diables Rouges perdent tout. Franchement, ils auront réussi leur objectif, et pour un promu, pour l'instant, ils font l'essentiel, c'est-à-dire battre les équipes qui sont à leur portée, et c'est plutôt une bonne dynamique du côté de Villepinte. C'est bien, le match était sympa. Justement, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, alors, vous, derrière vos écrans, je ne sais pas ce que vous en avez ressenti, qu'est-ce qui s'en est dégagé. En tout cas, Villepinte, pour un promu, c'est pas... mon motif de comparaison, c'est les Molosses, parce que c'est l'équipe la plus proche de chez moi. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de monde. L'après-midi était plutôt ensoleillé. J'ai pu dégainer les lunettes de soleil. Donc c'était franchement pas mal. Mais moi, ce que je voulais aussi dire, c'est que en fait, les Diables Rouges, ils se sont facilité le match en mettant les bouchées triples en première période, avec les pick six, avec Hugo Schwartz. Et puis en deuxième mi-temps, c'est là où justement ils ont inscrit aucun point de mémoire. Ils ont même encaissé un safety. Oui. Donc c'est quand même, et c'est ce qui était dit à la fin du match pour vous révéler les petites indiscrétions de la part des différents coachs. C'est Jean Rapoport, en fait. Exactement. Non, mais c'est ce qui était dit à la fin du match par les différents coachs. Et puis ce qu'on m'a aussi dit en interview, c'est que en fait la première période c'est très bien. Les pick six, ça rassure tout le monde. Hugo Schwartz, il est capable de courir, de remonter tout le terrain. Il est capable de faire des réceptions un petit peu plus acrobatiques parce que je crois que c'est son 3e touchdown où il évite de peu le pylône. Il a failli sortir. Un très bon équilibre en sideline. Exactement. Ouais. D'ailleurs, les touchdowns pour la plupart que vous pouvez retrouver
dans le petit reportage que j'ai réalisé pour The Playoff sur TikTok et sur Instagram. Ou alors sur les highlights de la 3FA TV. Exactement. Ça dépend l'angle que vous voulez. Et la caméra que vous voulez. Regarder les deux. Vous pouvez regarder les deux. Je dirais même que les deux sont complémentaires. Mais non, et c'est ce qu'on m'a dit aussi en interview, c'est ce que du coup Widmail m'a dit, c'est que voilà, tout s'est bien passé en première mi-temps, mais par contre en deuxième mi-temps, cette baisse de régime-là, ils sont un petit peu coutumiers du fait, Villepinte, et c'est pas forcément une bonne chose. La note a quand même été positive, puisqu'à la fin, ils ont tous eu le droit à leur collation gratuite à la buvette. Donc, c'est que, en fin de compte, tout s'est bien terminé. Alors, Badis Grammy t'attendait donc dans les vestiaires, et pendant ce temps-là, Jean était parti siroter la collation gratuite de la buvette. C'est ça l'affaire. Non, les gens qui me connaissent savent que je suis pas Badis attend encore. Oui, je sais, je l'ai pas mis ça, il m'attend encore dans les vestiaires, mais j'ai réglé ça avec lui. Voilà. Mais non, et ce qu'on me disait à l'inverse pour Rouen, c'est que c'est une défaite qui est très frustrante parce qu'ils avaient le même bilan et qu'ils avaient le sentiment de pas du tout avoir existé en première mi-temps, d'avoir totalement déjoué. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, c'était déjà trop tard. Donc, on est plutôt à entendre les deux déclarations. Pour les Léopards, on est plutôt, en tout cas, de ce qu'on m'a dit, sur éviter le pire et absolument ne pas terminer derrière les Cougars. À l'inverse, Villepinte se mettrait potentiellement à espérer participer au playoff. Il y a qu'une seule victoire. Ils n'ont pas de complexe d'infériorité pour la suite de la saison. Donc, ça s'annonce. Ils collent les Molosses de près. Donc il n'y a qu'une seule victoire d'écart avec les Molosses. Vous pensez que vous qui regardez beaucoup plus le Nord, vous pensez que Villepinte peut créer l'exploit de ce que les Léopards ont fait l'année dernière? C'est-à-dire dès leur première année se qualifier en play-off et peut-être passer un premier tour? Nous, c'est ce qu'on a dit avec Julien, c'est que pour nous, il y a deux, tu vois, la conférence Nord cette année, elle est quand même très très coupée. On a l'impression qu'il y a vraiment deux championnats, un championnat pour la première place entre Molos, Flash et Black Bay, et un championnat pour la relégation que les Diables Rouges sont en train de remporter assez nettement. Mais après, est-ce que tu vois, sur des blessures, on les souhaite pas bien évidemment, mais s'il y a des blessures du côté des Molosses ou des choses comme ça, est-ce que les Diables Rouges pourraient pas aller chercher, parce qu'ils ont quand même bien embêté les Black Panthers, bien embêté le Flash, bien embêté les Molosses, on les voit bien prendre au moins une victoire contre l'un de ces trois-là dans la phase retour. Avec Julien, on était assez d'accord sur ce sujet-là. Est-ce que ça suffira pour passer devant les Molosses ? Vraiment, j'en suis pas sûr, mais c'est pas impossible. Franchement, c'est pas le match Molos Diable Rouge. Va falloir quand même le cocher sur le calendrier parce que si jamais les Diables Rouges arrivent à le gagner, si c'est celui-là qu'ils prennent, semaine 8, ça après, peut. Ce qui va être compliqué, c'est que ils vont aller à Asnières, ils vont aller à Thonon, ils reçoivent le Flash. Ouais. Donc ça, c'est peut-être là où ils peuvent peut-être créer la surprise. Moi, je pense que s'ils devaient créer la surprise, ça serait plutôt à domicile contre le Flash, même si leur match contre les Léopards, c'était leur première victoire à domicile. Ils pourraient peut-être faire un truc à la Léopard comme l'année dernière, mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disaient les gens par rapport au match des Diables Rouges et la deuxième mi-temps, c'est qu'il n'y a pas de points en deuxième mi-temps. Dans le début du match, tu mets des points, mais il y a tous les extra points qui font poteau. Donc, c'est très mauvais de ne pas mettre des conversions en conférence Nord. Il y a beaucoup de matchs qui jouent. Mathias, il va nous en parler des conversions. Et en deuxième mi-temps, voilà, un peu ce manque de réussite offensif. Il y a le fumble sur le kick-off return qui est récupéré par les Léopards et encore c'est ce qui va aller en fait que Vincent Buffet fait le safety sur Badis Renzone et il y a ce manque un peu de tu vois, on parlait de mérite zéro la semaine dernière, peut-être que ça aurait pu aider d'aller chercher du jeu au sol aussi un moment en deuxième mi-temps. Il faut aller au bout des matchs, donc ça c'est ce qui va se jouer en semaine 7, 8, 9 quand tu fais Black Bay, Molos, Flash, là faut aller au bout des matchs. Après est-ce que aussi les gens se méfient pas déjà plus des Diables Rouges que des Léopards l'an dernier, parce que les Diables Rouges t'as aussi, enfin
avec tout le respect que j'ai pour eux et même si c'est des promus, il y a quand même des noms qu'on connaît. Tu prends Mathis Gramy, tu sais qu'il a quand même fait une saison au Flash la saison dernière qui était loin d'être mauvaise puisqu'il finit en finale. T'as Meryl Zero qui a quand même un passé en ELF et en JFL. Bon, c'est quand même des gens qui, quand tu regardes la feuille de match, tu les connais, quoi. Tu vois, tu te dis pas, oh bah tiens, ceux-là, ça va être une surprise s'ils performent. Donc, tu vois, Winmail Pétion, c'est pareil. Le gars, il a aussi un passé en ELF. Il y a quand même de la qualité déjà sur la feuille de match. Tu sens la qualité dans l'effectif. C'est un roster qui peut y aller en playoff. Voilà. Après, bon, ils ont aussi le bon côté que ça marche bien ensemble, que ça a l'air de plutôt bien cliquer. Et voilà. Et ça, c'est tout à l'honneur du coaching staff de réussir ça. Bah tiens, il y a aussi un membre des Mousquetaires dans le coaching staff des Diables Rouges. Décidément, ils sont partout. Ceux-là. On les arrête plus. Et en parlant de Mousquetaires, moi j'en ai vu derrière la main courante aussi. J'ai vu notamment Hugo Tekedam, donc ils sont soutenus par du beau monde aussi, Villepinte. Oui, t'es venu voir Kevin Mwamba. Je salue Kevin Mwamba parce que je rappelle que je n'ai pas le droit de dire du mal de Kevin parce que j'ai toujours peur qu'il me frappe. Donc je salue Kevin Mwamba de manière amicale et chaleureuse. Et je rappelle que les Patriots sont la plus grande franchise de l'histoire de la NFL. Voilà. Oui. Non, mais c'est juste pour me mettre bien avec Kevin. Faut pas que je le prenne dans les... Ensuite, tiens, on va parler rapidement du match entre le Flash et les Cougars parce que bon là ça a été rapidement. Après on parlera un peu plus des Molosses et des Black Panthers. Le Flash, qu'est-ce que tu veux qu'on dise sur Flash Cougar? 51-0. Voilà. Voilà. Alors, c'est l'attaque qui a brillé en première mi-temps, c'est la défense en deuxième. Il y a eu des pixies. La première mi-temps, le Cougar arrive il y a 14-0, mais il y a 14-0 en première mi-temps, et ça termine à quoi 51, c'est 51, ça 51, ouais, 51. Pareil, et puis bon, les Cougars, on l'a répété depuis plusieurs émissions, le problème d'effectifs, là, il y a le staff qui change, un problème partout. Et là, je l'ai même lu dans les commentaires des highlights, les gens disent oui, de toute façon, cette année, ils n'auraient pas dû être là. Donc, c'est un roster qui n'est pas un roster là, D1. C'est difficile. Il y a beaucoup 5 interceptions dans le match. Il y a très peu de choses positives à dire, hélas, sur les Cougars. Non, mais on en est quand même à 3 matchs de suite sans points marqués. En points. Et le Flash joue avec beaucoup de backup. Ils ont fait tourner, c'était Paul Durand. Quasiment, c'était Paul Durand. Et d'ailleurs, c'était beaucoup de points. Même les absents, il y avait Johnson Stanley qui était revenu et qui fait des trucs bien. Mais voilà, à tous les postes, ils ont fait tourner. Et donc, le Cougar prend ça contre les backups du Flash. Bon, ça restait des très bonnes équipes, le Flash. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est même pas Mathis Dupont qui était au kick, c'était Thibaut Devim, notre copain de la Red Company. Ouais, vu que la prolongation de Mathis a été officialisée pour la saison 2025 en ELF avec les Mousquetaires. Il était dans le roster, mais je pense qu'ils ont fait kicker Thibaut. Sur un match comme ça, ouais, j'imagine. Et même pour la suite, de toute façon, c'est aussi peut-être ça. C'est bien, ça peut préparer Thibaut pour la fin de saison. Quoi. Donc voilà, en tout cas, bon, une victoire sans histoire du Flash. Alors, ils ont évité l'écueil de l'an dernier puisqu'ils avaient perdu l'an dernier du côté de Saint-Ouen-l'Aumône. La seule victoire des Cougars, c'était contre le Flash. Bon, cette fois, ça s'est passé un petit peu mieux. Juste ton sentiment, Julien, sur le fait de ne pas avoir fait jouer Léo Crémades. On sait, alors il a été, Bréjac l'a expliqué, que c'était plus ou moins pour le laisser au repos, pour éviter qu'il se blesse ou tout ça avant le match contre les Black Panthers. Est-ce que ça te semble du management intelligent? Alors tu vas me dire, ça va, on en reparlera la semaine prochaine quand on aura le résultat du match contre les Black P, mais c'est quand même, tu te dis, bon, c'est une saison à 10 matchs, visiblement, il avait pas de pépin physique, donc c'est vraiment juste du management pour dire bon on prend pas de risque et on le conserve pour la semaine prochaine. Non, ça me surprend pas. Et même, tu vois, on va dire on pourrait dire, tu vois, chez les QB français, il faut profiter de tous les matchs, prendre tous les reps, faire, jouer ta saison. Et c'est vrai qu'au final, avec un gars comme Léo Crémades, je pense que tu as une super confiance en lui pour dire, là, tu vas pas jouer, tu as le double bye, donc tu as quasiment 2 semaines. Tu vas être ready pour les Black P. Il va arriver, il va rejouer à son même niveau. C'est un gars, il arrive, il enclenche, il fait son job. Donc, il n'y a pas de souci. C'est même bien, justement, de pouvoir faire tourner le roster chez le Flash. Et j'ai pas trop de crainte qu'il sera prêt.
Ça a permis à Paul Durand de lancer quelques ballons. Quel beau ballon, ouais. Voilà, il a montré qu'il non seulement était coach des quarterbacks, mais qu'il savait encore lancer des ballons, Paul Durand. Il y en a, il ferait presque triple plateau, coach, attaque, défense, buvette. Non, le buvette, c'est pour Jean. Les autres, c'est pas du tout le cas. Tiens, d'ailleurs, Jean qui est invité, comme toute l'équipe de The Playoff, par la Red Company, on le dira pas qui est-ce qui va aller au Paname, mais enfin bon, vous avez quand même un indice en bas de l'écran chez vous. N'hésitez pas à jouer avec nous. Le dernier match de la semaine, c'était les Molosses, donc contre les Black Panthers, dans ce qui a été très probablement le meilleur match de ce début de saison, le meilleur match de cette saison. Si vous commencez la D1, si vous voulez voir un vrai bon match de football, allez voir le Molos Black Panthers, parce que franchement, ça a été du très haut niveau. Alors j'en profite et je vais leur rendre un petit peu la pub qu'ils nous ont faite, même si eux, ils n'en ont pas besoin. Non seulement ça a été un grand match, mais ça a été très bien commenté aussi par Brice Jacques et par Flo, qui ont contribué aussi à ce qu'on passe une excellente soirée. Il y a tout eu dans ce match, du suspense, ça s'est rendu un coup l'un pour l'autre. Franchement, ça a été un très très grand niveau que cette rencontre entre les Molosses et Black Bay, remportée de justesse par les Black Panthers. Très très bon match, un régal. Justement, si vous voulez faire découvrir le football américain à des gens pour la première fois, ne leur montrez pas des matchs NFL, montrez-leur ce match. Comme ça, ils pourront voir qu'on a du niveau en France et qu'on peut prendre vraiment du plaisir à regarder ce championnat. Donc les highlights là, c'est un régal. Hein. Franchement, il a fait du beau boulot. C'est toi qui l'as monté ? Ouais, je me suis occupé de ce match et franchement, moi, je le regarde et puis je me le refais une deuxième fois au montage, hein, donc c'est incroyable. Non, super match. C'était attendu un gros choc comme ça. À la mi-saison en plus, ça tombe bien. Un énorme Benjamin Olmed. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, côté Black Pay, là, on a vu des Black Pay qui étaient très bien coachés. Larry Legault, le GOAT dans le coaching de ce match. Il est au top de sa forme, surtout sur la fin. Et comme tu dis, un énorme Benjamin Olmed. Je sais pas si t'as ses stats ou pas. Non, je ne les ai pas, comme d'habitude. Il a 2 touchdowns. Mais Mathias, il pourra nous dire que c'est compliqué des fois les stats. Ouais, là on voulait venir avec les stats, ça a été un peu compliqué au final de venir avec les stats pour cette semaine. On fait ce qu'on peut au niveau des stats. On salue nos amis statisticiens je les ai. Alors je peux vous sortir les stats parce que justement les Black Panthers sortent des bonnes stats sur leur. Vous savez qu'on peut postuler pour faire les stats ? De quoi ? Vous savez chez qui on peut postuler pour faire les stats ? Oui, on peut te donner l'adresse si tu veux. Avec plaisir. On te la donnera en antenne. J'ai les stats là, de ce match complète pour avoir un peu les détails sur quoi ça s'est joué. Donc, je répète, t'as une victoire des Black Panthers à 28-27. Total offense yard, les Black Pay mettent 402 yards, les Molosses en mettent 203. Les Black Pay font 24 courses, les Molosses 25. Brody Ann est à 8 sur 18, 111 yards. José Tabora est à 21 sur 33, 288 yards. Les Molosses vont chercher 4 sacs. Non, je crois que c'est en concède, ouais, donc on prenne 4 sacs et les Black Pay n'en prennent qu'un. Et les José Tabora, pareil, ils lancent 2 interceptions. Il y a un fumble de chaque côté, il y a 4 touchdowns de chaque côté. Voilà, c'était un peu une bataille serrée, mais à la fin, il y a quand même 200 total yards de plus de l'attaque des Black Pay. Clairement, les Molosses ont été plus opportunistes dans ce match-là. Ils ont récupéré, souvent dans les fois où ils ont marqué, ils ont récupéré assez haut le ballon. Très ils ont eu une très bonne position. Ouais. Alors, il y a eu déjà ce premier touchdown et ce premier jeu avec l'interception de Kevin Fortes sur José Tabora où il célèbre un peu trop tôt et du coup il se fait reprendre par un retour mais impressionnant de Benjamin Olmed qui revient. Qui imite Dick Metcalf qui rattrape Bouda Baker. Même oui, c'est Brice, voilà, on peut souligner les commentaires parce que
là, il fait vivre le moment un peu comme en NFL. Et c'est vrai que Kevin Fortes qui célèbre un peu trop tôt. Et puis, en fait, là, il y a quand même, justement, on peut aller chercher les détails sur pourquoi il manque quelques points en Molos. Il y a ça. On parlera peut-être du touchdown qui est. Oui, on va en parler juste après avec empêché notre par ami l'arbitre. Martin Zèbre. Et je crois qu'il y a sur une conversion pareil, il y a un poteau où il y a un truc qui passe à côté. Donc on passe aussi pas loin. C'est pas toi dans le chat à un moment qui lâche. Vous parliez pas sur le match nul, les gars. Si, c'est moi qui. Donc on n'était pas loin aussi. Ouais, ça se pouvait les matchs nuls, mais c'est vrai qu'on a eu. D'ailleurs, il y a eu une vraie décision, hein, parce qu'à la fin, il y a une conversion à 2 points qui est tentée par les Black Panthers. Si ça passe pas, ça fait défaite. Énorme catch. Je crois que c'est Odell Turnbull. C'est Odell Turnbull. Ouais, voilà, l'amplitude, il va chercher ça avec les bras. Enfin, c'est tu vois Turnbull qui faisait pas un gros début de saison, et là il met un touchdown en rentrant à fond dans l'end zone comme un Travis Kelce. Surnommé par Flo Turnbull Dozer. Ah ouais, il y a cette conversion à 2 points où le touchdown d'avant, je sais plus, c'est. Alors, qui est-ce qui marque le touchdown juste avant? Je crois qu'il glisse sur la conversion à 2 points. Oui, un peu, il y a un trash talking avec Kevin Fortes qui apparemment fait parler, mais on va pas, comme j'ai pas les détails de ce qui s'est dit, on va pas rentrer là-dedans. Mais c'est pareil, il y a eu quelques mots échangés. C'était un match un peu intense. Il y a quand même justement de la discipline qui joue sur pour que t'es concentré. Les Black P, même les Molos, j'ai trouvé plutôt disciplinés sur le match. Ça va, il y a eu pire, on va dire. Oui, on a connu beaucoup bien pire avec les Molos. Et à la fin du match, il y a Brody Ann, il peut pas terminer le dernier drive offensif. Oui, protocole commotion. Protocole commotion, oui, apparemment. Mais c'est vrai j'ai pas souvenir de voir un peu quelle action il blesse, quoi. En plus, il a pas tellement de grosses courses. Les Black P ont bien défendu Brody Ann et les Molos ont bien défendu les retours d'Adel Bavdil. On a été bloqué les playmakers un peu des deux côtés. Et c'est vrai que sur le dernier match offensif, ils peuvent pas bénéficier de tous les atouts de Brody Ann sur ce drive-là. Bon, on en parle depuis tout à l'heure de manière à peine voilée. Revenons sur cette action absolument incroyable. Parce que on peut pas s'empêcher de revenir dessus. C'est tellement marrant. C'est catastrophique, mais c'est tellement. Il faut dire que je pense que toi comme moi, on était morts de rire devant alors, ça a peut-être moins fait rire les Molos, on le reconnaît. Oui, j'ai dit, je voulais que l'arbitre une DPI. Il s'auto-flag. Je repense aux commentaires de Brice Jacques et de Flo qui ne croyaient même pas ce qu'ils voyaient devant leurs yeux. Ça arrive. C'est en 4e quart-temps. On est dans le 3e à 3 minutes 45. À ce moment-là, au score, c'est les Molos, ils sont à 20-19. Ils sont en 3e et... non, ça c'est l'action d'après, je crois. Mais bon... On est dans des circonstances vraiment où ça aurait encore une fois rendu le match encore plus dingue que ce touchdown-là il passe. Le match, pour ceux qui n'ont pas vu l'action, donc Brody Ann tente une longue passe jusque dans la end zone en direction de Julien Leroy, si je dis pas de bêtises. Et Julien Leroy percute l'arbitre qui était trompé, désolé sur le timer. Attends, désolé de te couper en fait. Pour être très exact, oui, on est dans le 4e quart-temps. C'est 4e, il me semble. Je me suis trompé avec un autre play. Il y a 20-20. On est sur les 30-35 yards. Brody Ann, il lance une deep pass qui arrive dans les mains quasiment en end zone de Julien Leroy. Mais Julien Leroy va aller, va percuter Julien Leroy ou l'arbitre parce qu'il est immobile. Il se percute et ça empêche Julien Leroy de catcher la balle, quoi, parce que il avait pris le meilleur sur Adel Bavdil, clairement sur le. Ah oui, sur Adel Bavdil en plus. Enfin, l'action est incroyable. Enfin, c'est un touchdown à ce moment-là qui aurait pu vraiment. Ça lui tend les bras. Ça lui tend les bras et l'arbitre surnommé par Wake Martin Zèbre, du coup, aura son instant de gloire. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors après, les arbitres font partie du jeu. On va pas taper sur l'arbitre. Comme il disait Brice Fossmois, alors c'est vrai que à mon avis ça doit être défini, je pense ça dans un livre de règles, qu'est-ce qui doit se passer, mais c'est vrai qu'on pourrait dire allez on rejoue le jeu parce que c'est quand même une interférence machin, enfin tu n'as pas pu exécuter ton jeu, mais non en fait tu perds ton down et donc ils vont jouer la 4e tentative, elle passe pas donc turnover and down, mais sinon il y avait
tout pour être un des touchdowns de l'année en plus. Julien Leroy qui... Vas-y Jean. Ouais. Moi, en tout cas, quand on m'a remis mon accred là, pour le match de Villepinte, on m'a dit que si je touchais un joueur, c'était pénalité contre les Diables Rouges parce que c'était eux qui étaient responsables de la sécurité. Donc peut-être que plutôt que percuter un arbitre, il faudrait percuter un journaliste. Souvent, ça peut faire... Si vous êtes en quatrième tentative, ça t'embête beaucoup. Ça t'embête beaucoup si je t'envoie Jean dans la end zone un jour, un match des Grizzlies, histoire que vous le fassiez percuter par quelqu'un. Ça pourrait être sympa. Ça dépend contre qui c'est. Non, en plus. Si c'est contre Marseille, c'est pas grave parce que les TD annulés, on a l'habitude. Ça se trouve, vous allez retrouver. Imagine, ils retrouvent l'arbitre de Molos, de Molos Black P. Regarde, c'est un complot, il y a un crew de refs qui font des annulés. Non, mais en plus, tu rigoles, mais les Grizzlies, c'était un match c'était une équipe que j'aurais bien voulu aller voir. Donc, en vrai. Oui, on sait. Non, mais alors. Oui. C'est pas faute d'avoir déjà quémandé, mais bon, c'est pas de mon ressort. Le problème, c'est que son rédacteur en chef, Foot US, à savoir moi, ne peut pas l'envoyer là-bas puisqu'on n'a pas d'argent. C'est ça le grand problème. On a des centres de dépenses chez The Playoff. Le numéro 1, c'est de racheter un ordinateur à Seb, qui fait les podcasts NFL. Bon voilà, on met tout l'argent là-dedans. Désolé. Donc il est cantonné à l'Île-de-France. Voilà, il n'a pas le droit de quitter le périph'. À la rigueur, on peut faire une exception pour Rouen, mais Grizzly. Après, si le club des Grizzlies catalans te paye le voyage, moi je signe. Mais je suis pas sûr. Vous payez le voyage et moi je l'héberge comme ça. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. On a déjà avancé niveau budget. C'est pas... Et puis la buvette est peut-être gratuite à la fin. Tu vois, oui, on lui offrira le coin VIP. Non mais attendez, là il y a tout l'auditeur qui va me prendre pour un poireau alors que j'avais mal à la buvette. Non. Bon, alors la seule, je rappelle quand même, je veux pas être, on va pas rentrer dans nos histoires privées, mais on va quand même dire aux auditeurs que la seule fois où on s'est vu de notre vie, c'était dans un bar. Oui, il faut quand même. Non, mais il y a un contexte à cette histoire. Et que quand moi j'ai quitté le bar parce que les Paris Musketeers, il y a un contexte à cette histoire. Non, il y a pas de contexte. Juste la seule fois qu'on s'est vu, c'est dans un bar. Sinon, quand moi j'ai quitté le bar, toi tu y es resté. Non, on est parti en même temps. C'est ça. Moi, je t'ai pas vu partir. Bref, là n'est pas le débat. En tout cas, ce match entre les Molos et les Black Panthers qui restera donc sans doute comme l'un des tout meilleurs de cette saison. Tu l'as vu toi, Mathias, le match en intégralité ou tu t'es fait les highlights sur YouTube? Nous, on jouait en même temps. Bah oui, tu joues en même temps. Oui. On jouait en même temps, mais on est arrivé, si je me trompe pas, j'ai vu la fin du match. Oui, parce qu'ils étaient à 20h. Notamment le touchdown, la conversion à 2 points. Le touchdown, au final, c'était Liam Ward. C'était Liam Ward, effectivement. C'était Liam Ward et après la conversion de Talton. Oui, tout à fait. Non, c'était un sacré match et c'est vrai que ça peut faire partie des matchs à utiliser pour faire découvrir le foot en France. T'as vu l'action, la DPI de l'arbitre, c'est bon, ça tu l'as vu aussi. Ah, tu l'as pas vu? Elle est dans le highlight, et je la mets parce que en fait, c'est quand même. Je vais te l'envoyer en privé sur un réseau social, t'inquiète pas. Faut pas que tu rates ça. Après, je l'ai vu grâce à Bijak, etc. Ah voilà. Oui, Bijak l'a bien partagé aussi. C'est sûr que dans un match comme ça, il fallait bien un événement de dingue qui vienne pas ruiner le match. C'est au final, il y a quand même de quoi pour les Molos se défendre après pour aller chercher la victoire. Mais bon, c'est arrivé, quoi. Heureusement que ça arrive pas contre le Flash, parce que là, ça finit en envahissement de terrain. Ah oui, si ça arrive pendant un Molos Flash, oui, ça va le finir. Il n'y a pas de touchdown, il n'y a pas match. Non, mais c'est pas. D'ailleurs, est-ce qu'on sait, Jules, est-ce que toi qui as fait les highlights, est-ce que tu sais pourquoi Benjamin Lolmed a été flagué après son touchdown Est-ce que c'est vraiment parce qu'il a serré la main à quelqu'un de l'autre côté du grillage? Alors oui, franchement, je pense que c'est ça. Je vais rien dire parce que la Fédé nous écoute. Ouais, là c'est un des flags, je pense, les plus un peu lourds. Il y avait pas un flag, quoi. Mais ou alors après, c'est vrai, des fois,
tu vois, regarde, moi, le premier, là, je vais juger en disant, ouais, c'est un peu lourd. Mais c'est vrai qu'au final, les arbitres sont proches des joueurs et on ne sait jamais les mots qui sont échangés Oui, bien sûr. sur des actions. Mais c'est vrai que on l'a dit, je crois, sur l'émission 1 ou 2, les règles, c'est ça. Faut faire attention sur les célébrations, ça va être ça tout au long de l'année. On l'avait dit avec Callum Davidson, si des Grizzlies. Voilà, si tu célèbres, c'est en direction de ton équipe et pas des autres, pas de provocation. Il y a un peu un encadrement en fait de la célébration qui est strict en D1. Faut vivre avec, puis c'est tout, ça arrive. Hein. Mais bon, c'est surtout Mathias, on va pas te demander ce que t'en penses. Ça, c'est une des règles qui fait le plus couler d'encre, je pense. Ah oui, complètement. Mais dans les chats, là sur la 3FA TV, ça fait couler beaucoup d'encre. Hein, moi, je suis très honnête. Je vois une équipe adverse marquer un touchdown joli et qui va le célébrer. Moi, en tant qu'adversaire, ça me dérange pas. Ça fait partie du sport. Enfin voilà. Mais c'est ce que disait Brijac sur la 3FA TV samedi et que j'ai trouvé très juste. C'est que à un moment, on va prendre quelqu'un à DB qui fait une interception, qui remonte 80 yards, qui fait un pick six. On va lui demander de rentrer sur son banc de touche sans rien dire, quoi. Oui, voilà. Il a quand même le droit de célébrer un peu, quoi. Évidemment. Les flags antisportifs, ça va être justement sur les comportements. Vraiment, il y a une insulte qui vole. Il y a une touche dans le dos qui n'aurait pas dû. Enfin, voilà, les vrais trucs antisportifs. C'est le taunting de la NFL. Le taunting. Oui, voilà, le taunting. Mais bon, la célébration, il y a un moment, il faut vraiment que ce soit. Faut que ça soit autorisé à un moment. Et puis, je pense que même pour le public. Enfin, je suis sûr qu'il y a plein d'équipes, plein de joueurs qui s'amuseraient à faire des petits trucs très courts, un peu stylés. Et enfin voilà, ça fait partie aussi du sport, ça retire de la frustration, ça donne, enfin je sais pas, c'est je sens que Jean il va nous parler des pas de danse de Florian Larose. En 2024 c'était ouf. Hein. Il est fan de Florian Larose. J'aimerais beaucoup t'en parler parce que tu sais à quel point je suis fan de Florian Larose. Mais non, mais même en tant que photographe, que caméraman, ce que vous voulez. Moi, je me suis mis plusieurs fois au bord je me suis mis plusieurs fois à côté de la end zone, même derrière la end zone, avec les jambes tendues, d'ailleurs. Et en fait, on a beau avoir le touchdown devant nous, on a beau avoir le pick six devant nous. En fait, une fois que le ballon il a été donné ou une fois qu'il a franchi la end zone, en fait, ça sert plus à rien de le filmer parce qu'on sait qu'il va rien se passer. Donc, en fait, même pour nous, on pourrait avoir du contenu qui serait stylé, on pourrait avoir des belles images à mettre sur les réseaux, des choses sympas qui pourraient attirer justement du public qui est fan de NFL et qui ne regarde pas forcément la D1, ou alors qui n'est pas du tout familier avec le foot US. Et en fait, je sais que c'est beaucoup de choses qui attirent en NFL que malheureusement, on ne peut pas reproduire en France. Et du coup, on perd aussi, je pense, un peu en hype et un peu en reconnaissance à cause justement de cette partie festive / célébration qui est pas permise en fait. D'ailleurs, toi, Mathias, qui est sur le terrain le week-end, parce que nous, des fois, on s'y perd un peu avec cette règle de la célébration. Si on prend le match des Molosses, par exemple, sur le premier touchdown, je crois que c'est Blanchard Mboukou qui marque le premier. Il y a une espèce de danse qui est faite, en plus, juste à côté des arbitres, qui n'est pas flaguée. Sur le touchdown suivant, Benjamin Lolmet serre la main d'un mec à qui il a failli foncer dedans dans le grillage et il se fait flaguer. Et ensuite, Mahmoud Garsala se fait flaguer aussi quand il fait sa petite acrobatie dans la zone. Donc, tu vois, des fois, on a même du mal à comprendre pourquoi c'est flagué, pourquoi c'est pas flagué. Dans le règlement, c'est pas de célébration du tout. En fait, c'est pas de célébration du tout. Dans After Foot, ils avaient fait un événement spécial avec les arbitres. Avec les arbitres, ouais. Et en fait, c'était pas de célébration du tout. Alors, l'excuse, ça avait été, je crois, si on laisse 5 secondes par célébration à la fin du match, on perd 10 minutes. Tu vois. Enfin, j'avais pas très bien. Disons qu'ils brodaient un peu autour de ça. Mais honnêtement, des fois, on a même des arbitres. Alors, je donnerai pas les noms parce que déjà, je les connais pas. Mais. Et puis parce que tu veux pas avoir de problème et on le comprend très bien. Voilà, surtout, il y en a que la Fédé écoute. Vous avez le droit d'être content après votre touchdown, n'en abusez pas. Et voilà. Donc il y en a qui nous laissent plus ou moins il y a une marge de manœuvre. 1 ou 2 secondes. Voilà, il y a une marge de manœuvre. Alors c'est sûr, il ne faut pas que ce soit dans la provocation, il ne faut pas que ce soit extrême. Mais il y en a quelques-uns qui ferment les yeux. Voilà.
Et il y en a d'autres, par contre, si ça peut pleuvoir. Tiens, d'ailleurs, en parlant des arbitres, tant que tu es avec nous, et ça va pas du tout être polémique, mais en gros, sur les arbitres principaux, vous les rencontrez combien de fois à peu près par saison? Ça change chaque match, vous en avez un différent ou t'en as, En vrai, nous, on en a. Je crois que le club doit en apporter un déjà. Ouais. Un ou deux, je sais plus exactement. Mais après, on a toujours les mêmes dans le sud. Je crois qu'on tourne entre 4 et 6 arbitres. Donc tu les croises. Donc on les a au moins 6 ou 7 fois dans la saison. Ouais, d'accord. Bon, vaut mieux pas avoir de passif avec, quoi. Vaut mieux pas. Après, je pourrais en parler des heures de l'arbitrage, voilà. Mais vaut mieux pas avoir de passif et surtout, voilà. Faut respecter leurs décisions et puis on se dit que si on est meilleur que l'équipe adverse, il n'y aura pas de problème de toute façon avec l'arbitrage. Petit message personnel pour Guillaume, tu vois, on a réussi à parler arbitrage sans que ce soit polémique. Non, mais voilà, le but n'est pas d'avoir des polémiques qui durent en plus des semaines et des semaines. C'est aussi justement pour. On aimerait bien avoir un arbitre avec nous une fois aussi. Non, mais ça serait justement, parce que on va dire que je suis pas trop surpris de voir l'arbitrage être assez sévère sur les célébrations, parce que pour suivre aussi justement des matchs IFAF, donc Coupe d'Europe et tout, équipe nationale, c'est un peu la même chose. Quand on regardait les matchs équipe de France, les matchs de qualification, de Coupe d'Europe et tout, l'arbitrage IFAF est très sévère. Alors, pour le peu de matchs internationaux qu'il y a, là, pareil, on se dit, la merde, les mecs, ils viennent de mettre un touchdown avec leur équipe nationale, ils peuvent pas le célébrer. Le prochain, ça sera dans un an, t'imagines? Enfin, bon, c'est ultra sévère. Donc, c'est vrai que par rapport à un peu le fait qu'on veut développer ce sport en France et tout, on aimerait que ça soit un peu clarifié, ça aiderait tout le monde. Il n'y a vraiment rien d'offensif là-dedans. Et justement, comme disaient Jean, ça va en plus permettre ton contenu vidéo et tout. Enfin, tu vas avoir une hype et tout, à filmer ça, à en parler, tu vois, des semaines après les matchs en plus, donc et t'en faire ta pub dessus. Donc c'est vraiment un truc qui viendra, je pense, à être fixé, il n'y a pas de souci, quoi. Faut penser à nos contenus Instagram un peu. Non, mais c'est pas ça. Mais même au-delà de ça, et je pense que tu pourras confirmer ce que je dis, Mathias, c'est que dans le foot US, il y a une part de style, il y a une part de drip, il y a une part de tous ceux qui mettent des arm sleeves, tous ceux qui mettent des grills, tous ceux qui ont des visières colorées, etc. Que ce soit en NFL ou ailleurs. Il y a toute une part de style qui rend le sport très attrayant, et la célébration, ça en fait partie. Et d'ailleurs, il y a des sports où on peut célébrer. Donc, oui, ça peut être la coupe de cheveux. Donc, non, mais en fait, c'est juste, moi, je trouve ça juste dommage, parce que pour moi, la célébration, elle fait partie intégrante de l'esprit de ce sport-là. Et en fait, c'est occulter une partie de la discipline pour moi, presque. Ah, mais c'est un tout, que ce soit la tenue, tous les petits accessoires qu'on peut mettre. Enfin, je sais pas, c'est ça. La plupart des gens qui jouent au foot américain, c'est par passion, parce que c'est pas un sport qui est connu en France. Et enfin, comment dire, tu t'inscris pas quand tu as 6 ans parce que tu sais pas quoi faire et tu passes ta vie à jouer à ça. Là, c'est un sport qui vraiment prend au trip tous ceux qui y jouent. Et c'est vrai qu'on a gros sport d'équipe, de toute façon. Ouais, sport d'équipe. Et puis on a envie un peu de reproduire ce qu'on voit tous les week-ends à NFL pour nos joueurs préférés. Enfin voilà, c'est sûr que ça fait partie du sport, quoi. Le LF a vu un problème avec les taunting les 2-3 premières saisons, et sur la saison 2023-2024, c'était un peu ça allait, ça s'est beaucoup amélioré, donc ça peut se fixer. C'est pas un problème qui va durer, je pense. Voilà. En tout cas, sache que pour les journalistes, c'est pareil. Nous aussi, on le fait par passion, parce qu'à 6 ans, on ne s'était pas dit au début qu'on ferait des podcasts. Et pourtant, tu vois, tout arrive. Voilà. D'ailleurs, merci de faire ça, parce que vous permettez aussi au club d'être mis en lumière, au sport d'être mis en lumière. Et on a aussi besoin c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait avec Julien, et on va les resaluer. Mais on a aussi les copains de l'After Foot US qui font un très très gros boulot. On a parlé de Flo et Bijak, mais on va parler aussi de tous les commentateurs de la 3FA TV qui contribuent à ça. La Fédé qui aussi nous permet d'avoir des gens, d'avoir accès à des contenus, etc. Donc voilà, un grand bravo à tous ceux. Et puis j'en oublie, il y a Mathieu Van Boel qui a fait une très bonne vidéo aujourd'hui aussi, où il disait d'aller encourager les clubs locaux près de chez vous, d'aller suivre la D1, parce que ça aide aussi au développement du sport en France. Il y a Waik, bien évidemment. Bref, je vais pas citer
tous les gens qui gravitent autour du foot US, mais si on tire tous du même côté, normalement, on va finir par réussir notre objectif. On va faire grandir tout le monde. Hein, à mon jus. Ouais, complètement. On va dans ce sens-là. On va dans ce sens-là. Et un grand merci encore, Mathias, d'avoir été avec nous. Un grand merci au club des Grizzlies catalans à qui on souhaite plein de réussite pour le match qui vient et pour la suite de la saison. Jean, toi, tu seras du côté des Molosses ce samedi, c'est ça? Et je vais te mettre la musique dans la tête, Flav. C'est les Molosses, oui. J'allais s'en parler sur le début d'émission. La semaine prochaine, c'est les Molosses. Ouais, ça reste. Et tu vas le voir dans la vidéo à coup sûr. Donc, s'il y en a qui sont à Agnières samedi, faites un maximum de bruit, je serai présent. Voilà, Jean sera là, c'est les Molosses d'ailleurs contre eux, les Léopards. Je les retrouve, mes petits Rouennais, je les retrouve 2 semaines de suite. Tu retrouves les Léopards de Rouen. On va passer le bonjour à Arthur Tuntier qui était avec nous il y a quelques semaines du côté des Léopards, et je vais en profiter pour donner le programme complet de cette 6e journée de D1 qui commence donc. Alors, on va faire la conférence Nord d'abord. Les Diables Rouges face aux Cougars, c'est samedi à 19h. Les Black Panthers face aux Flash. Énorme choc, réédition de la finale qui s'était jouée à Perpignan, d'ailleurs, la finale de la saison dernière. En plus, dans le grand stade, celui des Dragons catalans, du rugby à 13. Les Black Panthers, donc, contre le Flash de la Courneuve, ce sera aussi samedi à 19h. Et les Molosses face aux Léopards, ce sera samedi à 20h. De toute façon, je crois que tout joue samedi, si je dis pas de bêtises, pour cette journée, ce qui je ne vais pas remercier Nord, oui. Dans le sud aussi. Non, samedi, il y a des matchs. Et non. Ah oui, non, en effet, c'est. Et non, Jamy. Et non, mon Jamy. Et oui, Jamy. C'est 15. Parce que c'est ma colonne des matchs de 16h qui m'a fait croire qu'il y avait le dimanche à côté. Donc non, pas du tout. À 16h, les Grizzlies catalans, donc contre les Blue Stars de Marseille. Donc allez voir le match à Perpignan parce que là aussi c'est un gros choc. 19h, les Argonautes face aux Ours de Toulouse, et à 19h encore, les Dauphins de Nice face aux Iron Mask de Cannes. Match des extrêmes entre une équipe qui n'a encore pas gagné cette saison et une équipe qui a, elle, tout gagné depuis le début de l'année, ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que je vais devoir faire le résumé de 5 matchs qui vont se dérouler absolument à la même heure. Et on remercie. On va tous bien travailler le week-end prochain. Et on remercie les gens qui ont fait la programmation de la Fédé pour ce grand moment pour mes yeux. Ça va être absolument fantastique. Et après, on va me dire, mais pourquoi, mais comment t'as fait? Mais oh bah tiens, t'as raté le nom de ce marqueur de touchdown. Bah oui. En même temps, j'en avais 4 autres matchs en même temps. Prends Arthur avec toi. Voilà, oui, bah je vais peut-être demander de l'aide sur ce coup-là, parce que en plus je crois que sur la 3FA TV tu peux faire que 2 écrans en même temps. Donc pour 4, t'as 4 matchs à 19h et le 5e à 20h. Si ça peut t'aider, le match de Villepinte est sur Sport en France. Voilà, oui. Ah oui. Ça te fait un écran moins. Oui, d'accord. Donc j'en mets un sur la télé, un sur l'ordi, un sur la tablette, très bien. On parle là-dessus. Dieu merci, les Grizzlies jouent à 16h, je vais pouvoir faire le résumé du match. Rien qu'en regardant les Grizzlies, ce sera très très bien. Ce sera parfait. Heureusement, ils jouent pas à 20h eux aussi, parce que sinon, je m'en sortais plus. Merci en tout cas, Julien, merci Jean d'avoir été là, et un grand merci encore une fois à Mathias pour ta présence. Merci à vous. La suite des podcasts en D1, ce sera donc maintenant non, c'est la semaine prochaine, puisqu'il y a une journée cette semaine. Donc la semaine prochaine, on va se retrouver pour débriefer la 6e semaine de compétition. Et en NFL, on aura un podcast vendredi matin sur toute cette free agency NFL qui est absolument dingue. Ça part dans tous les sens depuis 2 jours en NFL. Donc on reviendra sur les principaux mouvements, les gagnants, les perdants de ce début de la free agency. Ça, ce sera vendredi matin sur Spotify, sur Deezer et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci encore à tous de nous avoir écoutés pour ce podcast D1, et on se dit à très vite sur The Playoff. Salut tout le monde. Salut.